Suspect mis en examen, déclaration incohérente, battu. Ce que l'on sait de la disparition de Liana, 11 ans, dans le Gers, France Info. Suspect mis en examen, déclaration incohérente, battu. Ce que l'on sait de la disparition de Liana, 11 ans, dans le Gers, l'adolescente a été vue pour la dernière fois vendredi devant son collège, à Fleurance. Elle montait dans le véhicule du père d'une amie, âgé de 41 ans et placé en garde à vue. Une information judiciaire a été ouverte lundi. Publié le 01-06-2026 10h46 mis à jour le 01-06-2026 21h41 temps de lecture, 5 minutes. Des gendarmes et des habitants reviennent d'une battue menée à la recherche de Liana, portée disparue à Fleurance-Gers, le 31 mai 2026. Mathieu Rondel AFP. Une commune sous le choc. Un homme a été placé en garde à vue samedi 30 mai, après la disparition à Fleurance-Gers la veille de Liana, une collégienne de 11 ans, avant d'être mis en examen lundi 1er juin. Dans cette ville rurale d'environ 6000 habitants, des centaines de personnes se sont mobilisées dimanche lors d'une battue, sans résultat. Un appel à témoins a été diffusé. Les gendarmes poursuivent les recherches lundi pour retrouver la jeune fille. Sur le terrain, les enquêteurs ratissent les environs de Fleurance, une rivière et des lacs ont été sondés par des plongeurs. Des chiens, des drones et des hélicoptères ont également été mobilisés par la gendarmerie. France Info vous résume ce que l'on sait de cette disparition. Une enfant âgée de 11 ans et demi, la piste de la fugue écartée. Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie nationale pour retrouver Liana. La jeune fille mesure 1,57 m. Elle a une corpulence normale, des yeux marrons et des cheveux longs et marrons attachés. Elle portait des boucles d'oreilles discrètes et un débardeur marinière à grosses rayures noires et blanches, un short noir et des chaussettes jaunes, précise également la gendarmerie. Lors d'une conférence de presse tenue dimanche, la procureure d'Auch, Clémence Meyer, a précisé que l'adolescente n'avait jamais fugué et qu'aucun élément n'orientait l'enquête vers une telle piste. Je n'ai pas les mots, a réagi dimanche soir Martial Bernard, le père de la jeune fille disparue, auprès de l'AFP. Les parents de Liana ont signalé la disparition de leur fille vendredi vers 18h45, a détaillé la procureure. Pour moi, elle a été enlevée, a confié Martial Bernard à France Télévisions. C'est quasi impossible qu'elle ait fugué, a de son côté affirmé Charlie Rameau, la mère de Liana. Un suspect aux déclarations jugées incohérentes et imprécises. Liana aurait dû quitter son collège à 17h, vendredi. Mais elle a été aperçue par un témoin 2 heures plus tôt devant son établissement scolaire, situé dans le bourg de Fleurance, à bord de la voiture d'un homme. Ce témoignage a été confirmé par la vidéosurveillance, rapporte la procureure. Le suspect est âgé de 41 ans et a été placé en garde à vue samedi. Cette détention a été prolongée jusqu'à lundi, à l'issue de laquelle il a été mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineurs de 15 ans, a appris France Télévisions de sources judiciaires. Le père de Liana a expliqué que sa fille était amie avec la fille du suspect et que les deux familles se connaissaient. Elle a fait une soirée pyjama en début d'année scolaire chez la fille du suspect. Elle nous avait dit qu'il s'était amusé à lui faire des chatouilles, qu'il avait pas mal joué avec elle, a relaté au micro de BFM TV la mère de Liana. Il amenait des goûters à Liana tous les jours. Si c'est quelqu'un qu'elle connaît, oui, elle serait capable de monter dans la voiture s'il lui a proposé de la ramener à la maison, et je pense que c'est ce qui s'est passé, a-t-elle avancé. Le suspect, habitant du Gers, a déclaré aux enquêteurs avoir déposé la jeune fille à la piscine de la commune. Ces déclarations sont apparues incohérentes et imprécises, a fait savoir dimanche la procureure d'Auch. Clémence Meyer a également annoncé l'ouverture d'une enquête pour enlèvement et séquestration de mineurs de moins de 15 ans. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour de la base de loisirs où le suspect a dit avoir déposé Liana, près de la rivière Gers. Une information judiciaire va être ouverte au pôle criminel d'Agen-Lot-et-Garonne, a annoncé lundi matin dans un communiqué le parquet d'Auch, jusqu'ici saisi de l'affaire. Les charges pesant contre le suspect à ce stade de la procédure apparaissent suffisantes pour ouvrir une information judiciaire, est-il détaillé. L'homme de 41 ans est toujours en garde à vue, du chef d'enlèvement et séquestration de mineurs de 15 ans, crime puni de 30 ans de réclusion criminelle, précise le parquet. Une battue sans résultat, des équipes spécialisées déployées. L'inquiétude grandit dans la commune, où une battue a été organisée dimanche après-midi par les gendarmes. Environ 280 citoyens venus de Fleurance et des alentours y ont participé, sans résultat. La battue a néanmoins permis de prélever un certain nombre d'objets, d'indices actuellement analysés par les techniciens en investigation criminelle, a précisé le colonel Philippe de la Forcade, commandant du groupement de gendarmerie du Gers.
des affichettes à l'effigie de l'enfant sont disséminées dans les rues de cette petite ville située à environ 80 km au nord-ouest de Toulouse. Une centaine de gendarmes sont par ailleurs mobilisés depuis vendredi, a déclaré lors de la conférence de presse Philippe de Laforcade. Ils ont été rejoints par une équipe cynophile. Un hélicoptère équipé de caméras thermiques et des drones sont également déployés. La rivière Gers et les points d'eau proches de Fleurance ont été ou sont en cours de sondage par des plongeurs, a ajouté l'officier. Lundi matin, la gendarmerie a fait savoir à France Télévisions que 70 gendarmes étaient engagés dans les recherches, dont certains avec des moyens spécialisés. Un hélicoptère, des équipes à motocross et des équipes cynophiles sont ainsi déployées. Les recherches vers des points identifiés se poursuivent également. Philippe de Laforcade a également expliqué élargir et diversifier le périmètre de recherche. Lundi après-midi, les recherches vont ainsi être orientées vers des bois au sud du bourg de Fleurance. On est dans une logique de continuer notre montée en puissance, d'engager toujours plus de moyens. On sait que le temps passe, c'est le principal ennemi dans toute disparition de personnes, a ajouté le commandant du groupement de gendarmerie du Gers. Le maire de Fleurance, Grégory Bobato, a participé dimanche à une réunion de crise avec les forces de l'ordre. Il a annoncé dans un communiqué qu'un centre de coordination des aides volontaires avait été ouvert dans l'espace culturel et sportif de la commune, sur ordre de la gendarmerie, pour faciliter le travail des agents mobilisés. Grégory Bobato apporte son soutien à la famille de Liana et à ses proches. Nous restons tous mobilisés et à l'écoute des consignes données par les autorités compétentes, a-t-il souligné dans un second communiqué publié après la battue. Sujet suivant. Je ne me rappelle pas de ce que j'ai fait, aux comparutions immédiates après la victoire en Ligue des Champions, de jeunes prévenus sans casier judiciaire se succèdent en maillot du PSG, France Info. Je ne me rappelle pas de ce que j'ai fait, aux comparutions immédiates après la victoire en Ligue des Champions, de jeunes prévenus sans casier judiciaire se succèdent en maillot du PSG. 13 personnes ont été jugées, lundi, devant le tribunal judiciaire de Paris, après les interpellations réalisées dans la nuit de samedi à dimanche. Publié le 01-06-2026 19h14, mis à jour le 01-06-2026 19h22. Temps de lecture, 4 minutes. Des forces de l'ordre déployées sur les Champs-Élysées, à Paris, le soir de la célébration de la victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions, le 30 mai 2026. Naël Shane Middle EAST Village AFP. Il est le premier à s'avancer dans le box. Raphaël, 23 ans, t-shirt blanc et jean, fait partie des 13 personnes jugées en comparution immédiate, lundi 1er juin, devant le tribunal correctionnel de Paris. 3 salles d'audience ont été réquisitionnées pour absorber ce surplus d'activité en lien avec les débordements du week-end dans la capitale, plus de 890 interpellations, 178 policiers blessés et 256 gardes à vue après des violences commises lors de la finale de la Ligue des Champions remportée par le PSG pour la 2e fois. Le président de la 23e chambre, salle 6.01, lit brièvement les faits reprochés au premier prévenu, agent commercial, locataire dans le 6e arrondissement. Alors qu'il circulait à Vélib, près de la place Saint-Michel, en état d'ivresse, il lui est reproché d'avoir fait des doigts d'honneur aux policiers qui patrouillaient dans le secteur et de leur avoir lancé les insultes nazis, Akab Holko Bastard et chien de la société. Selon la procédure, il s'est rebellé lors de son interpellation et a donné des coups de pied à l'un des fonctionnaires. Bilan, une entorse et 10 jours d'ITT, rappelle le tribunal. Raphaël, au casier judiciaire vierge, se défend. S'il a fait des doigts d'honneur, c'est parce qu'il a vu un policier le gazer, cette image lui rappelant un traumatisme antérieur vécu avec les forces de l'ordre alors qu'il était en 4e. Il nie en revanche les insultes, la rébellion et les violences. Je voyais mes 2 AirPods des écouteurs sans fil au sol. J'ai réussi à les récupérer et à les mettre dans ma poche. C'est peut-être cela qui est passé pour de la rébellion, suggère-t-il. Alors que la procureure de Paris, Laure Becchio, a promis une justice intraitable, le représentant du parquet réclame 12 mois de prison, dont 6 fermes, avec mandat de dépôt. Pour le magistrat, monsieur a joué les troubles faits et les faits reprochés s'inscrivent dans le contexte des très nombreuses violences à l'égard des fonctionnaires de police ce soir-là. Le tribunal a suivi ces réquisitions, en prononçant une peine de 12 mois de prison, dont 6 mois fermes, mais aménageables, sans mandat de dépôt. De la prison ferme a également été réclamée contre Hichem, en maillot de foot rouge dans le box, pour avoir tenté de voler le collier d'un supporter place du Trocadéro, dans le 16 arrondissement, puis d'avoir insulté et craché sur un des policiers qui l'interpellait.
Cet Algérien de 20 ans, qui bénéficie d'un titre de séjour en Espagne et n'a jamais eu affaire à la justice, était monté de Barcelone à Paris samedi pour, explique-t-il, faire la fête avec des amis pour le match. Assisté d'un interprète, il nie le vol, j'étais alcoolisé, je ne me rappelle pas ce que j'ai fait. Puis nuance, sans faire attention, j'ai fait tomber le collier alors qu'on sautillait pour fêter la victoire du club parisien. La chaîne en question a été retrouvée dans sa chaussette. Quant aux insultes et aux crachats visqueux et répugnants dont il est accusé d'être l'auteur, photo du t-shirt du fonctionnaire à l'appui, Hichem reconnaît, c'est parce que le policier m'avait frappé à la tête. Là encore, le procureur relie l'affaire au contexte des violences contre les forces de l'ordre, un crachat, c'est humiliant, les fonctionnaires ne sont pas payés pour se faire insulter. 8 mois de prison ferme, avec mandat de dépôt, sont requis, ainsi qu'une interdiction du territoire français pendant 10 ans. Le tribunal est moins sévère, prononçant une peine de 10 mois de prison avec sursis et une interdiction du territoire français de 5 ans. Amer entre à son tour dans le box. Cheveux relevés en queue de cheval et t-shirt du PSG, ce jeune homme de 19 ans, au casier vierge également, a été interpellé avec 9 mortiers, 2 fumigènes, un tasé et 2 couteaux dans sa voiture le soir de la finale. Selon le prévenu, les mortiers étaient destinés à la revente, pour arrondir les fins de mois, son CDD arrivant à expiration. Le tasé, lui, ne fonctionne pas et sert pour des clips de rap. Quant au couteau, l'un, flanqué de l'inscription Île d'Oléron, a été trouvé par terre et l'autre avait servi à un barbecue 3 jours plus tôt. Le soir de la finale, on ne peut pas ignorer que les mortiers vont être utilisés, notamment contre les forces de l'ordre, a balayé le représentant du ministère public, réclamant, pour la première fois, 10 mois de prison intégralement assortis de sursis et une interdiction de port d'armes pendant 5 ans. Le tribunal l'a suivi. L'audience devait se poursuivre lundi soir, avec 3 autres comparutions de jeunes majeurs, également pour des violences, outrages et dégradations. Sujet suivant. Ce à quoi nous nous sommes déjà engagés, nous nous y tiendrons, assure Masayoshi Son, le président de SoftBank, qui promet 75 milliards d'euros d'investissement dans l'IA, France Info. Masayoshi Son, le président fondateur de SoftBank, s'est entretenu avec Léa Salamé lundi 1er juin. Au sommet de Chose France, il a annoncé que son groupe investira 75 milliards d'euros en France dans des infrastructures de l'intelligence artificielle. Ce texte correspond à une partie de la retranscription de l'interview ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder en intégralité. Léa Salamé, bonsoir Masayoshi Son, vous êtes le président fondateur de SoftBank, un géant mondial de la tech, et vous êtes depuis ce matin lundi 1er juin la plus grande capitalisation boursière du Japon. Vous avez dépassé Toyota, vous êtes par ailleurs la première fortune du Japon, et vous venez d'annoncer au sommet de Chose France, que votre groupe va investir 75 milliards d'euros en France dans des infrastructures de l'intelligence artificielle. C'est un investissement record dans notre pays, le plus gros investissement de ce type en Europe. Pourquoi avez-vous choisi la France plutôt que l'Allemagne ou l'Italie? Masayoshi Son, le président Macron s'est rendu au Japon. C'était il y a 2 mois, le 1er avril. Et il s'est montré très convaincant. Vous avez un très bon dirigeant dans ce pays. Il était très persuasif, très insistant. Il m'a dit, Masa, tu dois y aller, Masa, tu dois le faire. Et j'ai répondu, ok, d'accord. Et quel argument il vous a donné pour vous convaincre? Il m'a dit, voilà, il y a des pénuries d'électricité dans le monde entier. Tandis que nous en France, on exporte de l'électricité. Vous aurez 2 gigawatts immédiatement si vous êtes prêt à investir dans un data center d'IA. Alors j'ai répondu, d'accord, je peux essayer. Mais il m'a dit, commence à essayer. Non, faites-le, promettez-le-moi. Il vous a forcé, en fait. Presque. C'est un dirigeant très convaincant. Et ce n'est que le début de nos investissements. Et si Emmanuel Macron n'est plus là, vous serez toujours là, vous continuez à vous engager? Emmanuel Macron, dans 1 an, il n'est plus président. Vous avez dit que vous serez toujours là, vous vous engagez. J'essaierai de rester, mais tout dépendra du prochain gouvernement. Nous avons pris des engagements et nous les respecterons. Quel que soit le gouvernement et le président qui sera élu. Ce à quoi nous nous sommes déjà engagés, nous nous y tiendrons. Quant à savoir si nous allons augmenter nos investissements, cette question dépendra du prochain gouvernement. De ces 75 milliards d'euros, vous allez en investir 45 milliards dans une région française qui s'appelle les Hauts-de-France.
Pourquoi vous avez décidé de construire vos futurs data centers dans cette région précisément? C'est une région industrielle qui dispose de bonnes infrastructures, d'électricité et surtout de terres disponibles. Et tout cela dans un délai court, alors j'ai dit OK. Vous allez vous allier à Schneider Electric, notamment à d'autres entreprises françaises pour construire ces data centers. Combien d'emplois vous pensez créer, vous vous engagez à créer en France d'ici 5 ans? En fait, il y aura deux types d'emplois. Des emplois directs que nous allons créer, et des emplois indirects. Il y a besoin de beaucoup de composants, de matériaux, il va falloir produire, et il faudra évidemment construire ces sites. Ça correspondra à plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et ça va aussi permettre d'augmenter la croissance en France, les investissements. Parce que toutes ces personnes embauchées, elles vont consommer davantage. Donc, ça va contribuer à faire tourner l'économie. Le data center, c'est un peu comme dans une voiture, c'est le moteur de l'intelligence artificielle. L'objectif avec ces data centers en France, c'est d'avoir un moteur qui est 3 fois plus puissant qu'il ne l'est actuellement, les fameux 3 ou 5 gigawatts. Qu'est-ce que ça va changer concrètement, d'avoir un data center aussi puissant, qui va aussi vite, une puissance de calcul aussi rapide? Pendant la journée, la France sera le centre des calculs pour l'intelligence artificielle qui alimentera toute l'Europe. Mais au milieu de la nuit, à 2 heures ou à 3 heures du matin, plus personne ne se sert de l'IA en Europe. En revanche, aux États-Unis, ça correspond au milieu de la journée. Donc il y aura un pic de demandes américaines à ce moment-là. La France va donc non seulement exporter son IA vers l'Europe au milieu de la journée, mais elle continuera à le faire aux États-Unis durant la nuit. C'est un marché immense. La France et l'Europe, on est trop en retard sur l'intelligence artificielle? On est passé à côté de la révolution de l'IA, où on peut encore changer les choses? Je dirais que tous les pays du monde sont en retard, pas seulement la France ou l'Europe. Le Japon est en retard, l'Asie est en retard. Il n'y a que la Chine qui arrive à talonner les Américains, qui sont très loin devant tout le monde. Sur l'IA, les Américains sont clairement les meilleurs. Mais sur les robots, les Chinois sont devant. Et ils ne vont pas ralentir, bien au contraire. Ils vont continuer à se développer. L'Europe a donc besoin d'entrer dans cette nouvelle civilisation. Quoi qu'on pense du bien ou du mal des robots ou de l'IA, c'est une nouvelle civilisation qui émerge. Il y a 100 ans, l'électricité et les automobiles ont créé une nouvelle civilisation. Et c'est précisément ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle, comme ce fut le cas avec Internet il y a 20 ans. Pour l'IA, ce sera pour les 100 prochaines années, pour les 1000 prochaines années. Sans l'IA, plus de civilisation. Donc il va falloir s'adapter, il n'y a pas le choix. Cela étant, je crois qu'il y a bien sûr le risque de voir certains emplois disparaître, et que certaines personnes ne pourront pas s'adapter assez rapidement à ces nouvelles technologies. Il faudra donc, d'une manière ou d'une autre, créer des filets de sécurité. On dit que vous êtes un familier de la Maison Blanche, que vous connaissez très bien Donald Trump. Quel regard portez-vous sur la guerre qu'il a lancée au Moyen-Orient depuis 3 mois? Et est-ce que vous craignez que le blocage du détroit d'Ormuz impacte durablement la croissance mondiale? Je crois que l'économie mondiale est déjà touchée. Je crois que le président Trump, le gouvernement américain, sont également touchés. Ils souffrent. Donc ils sont en train de chercher une solution par eux-mêmes. C'est un bon businessman, Donald Trump? Je le crois, oui. Il est meilleur businessman ou meilleur président des États-Unis? Je crois que c'est un excellent président et qu'à côté de cela, il a toujours été un excellent homme d'affaires. Il a du talent pour les deux. Cliquez sur la vidéo pour regarder l'entretien en intégralité. Sujet suivant. La dernière Française Diane Perry balayée, Aryna Sabalenka déroule face à Naomi Osaka. Les 3 infos à retenir de lundi, Frost Info. La dernière Française Diane Perry balayée, Aryna Sabalenka déroule face à Naomi Osaka. Les 3 infos à retenir de lundi. Il n'y a plus le moindre Français, tableau masculin et féminin confondus, du côté de la porte d'Auteuil après l'élimination de Diane Perry en 8e de finale, lundi. Publié le 01-06-2026 22h38 mis à jour le 01-06-2026 22h58 temps de lecture. 3 minutes Diane Paris, Aryna Sabalenka et Félix Auger-Aliassime. AFP cette fois, c'est terminé. Le clan français a perdu sa dernière représentante dans les tableaux seniors de simple à Roland-Garros puisque Diane Paris a été sèchement battue par la surprenante polonaise Maja Szwalinska 114e, lundi 1er juin.
C'est l'info majeure de cette 9e journée porte d'Auteuil alors que Aryna Sabalenka n'a pas laissé beaucoup d'espoir à l'ancienne boss du circuit WTA Naomi Osaka. France Info, Sport revient sur les 3 faits marquants de la journée. Diane Paris stoppée sèchement en 8e de finale, c'est terminé pour les Français. Dernière Française encore en lice porte d'Auteuil, Diane Paris a vu son parcours prendre fin lundi en 8e de finale. La Francilienne de 23 ans, 92e mondiale, a été balayée en 2-7 par la Polonaise Maja Szwalinska 114e, 6-3, 6-2, sur le court Philippe Chatrier. Jamais vraiment à son aise face aux jeux variés de son adversaire, Paris a accumulé les erreurs, notamment en coup droit. Avec 30 fautes directes au total, dont 19 dans le premier set, la Française n'a pas réussi à imposer son rythme et a cédé après 1h15 de match. 8 minutes cette défaite marque la fin du parcours des Français dans le tableau de simple. Mais Diane Parry peut retenir le positif après son premier 8e de finale en Grand Chelem, obtenu après une année 2025 perturbée par les blessures. Grâce à ce beau parcours parisien, elle devrait se rapprocher du top 50 mondial et devenir la nouvelle N1 française. Aryna Sabalenka surclasse Naomi Osaka, le choc attendu n'a pas eu lieu pour la première night session féminine depuis 2023. Qui concernait déjà Aryna Sabalenka face à Sloane Stephens, on pouvait s'attendre à un choc particulièrement alléchant entre la numéro 1 mondiale et l'ancienne patronne du circuit et quadruple vainqueur en Grand Chelem, Naomi Osaka N16. Malheureusement, malgré une première manche de haute facture et particulièrement disputée, la partie a finalement tourné à la démonstration. La Biélorusse, pourtant breakée d'entrée de match, a réagi, pris le premier set, et surtout déroulé dans la seconde manche, où elle a été dominatrice, pour l'emporter en seulement 1h27 7-5, 6-3. Frustrant, malgré quelques coups d'éclat, pour le public du Philippe Chatrier, qui aurait espéré assister à une confrontation beaucoup plus équilibrée. Pour autant, cela n'a évidemment pas gâché le plaisir et la fête d'Aryna Sabalenka qui, après l'interview de Fabrice Santoro sur le court central, a répondu à la demande qui lui était faite avec quelques pas de danse, dont le célèbre moonwalk de Michael Jackson. Presque le moment le plus fort de cette douce soirée porte d'Auteuil, alors que la N1 mondiale s'avance tranquillement pour les quarts où elle affrontera la Russe Diana Schneidé 23e. Flavio Cobolli et Félix Auger-Aliassime, une histoire de première 2 hommes était particulièrement attendue sur l'ocre parisienne, et ils n'ont pas déçu. L'Italien Flavio Cobolli, 14e mondial, poursuit sa route avec brio et disputera, mercredi, son premier quart de finale à Roland-Garros en carrière. La tête de série N10, qui restait sur 3 succès en 3 manches, a dû puiser un peu plus dans ses ressources face à la surprise américaine, Zachary Svajda 23 ans, 85e au classement ATP. Ce dernier a poussé le Transalpin en 4-7 mais le récent quart de finaliste du Master 1000 de Madrid était trop solide et s'est imposé après 3h19 6-2, 6-3, 6-7 3-7, 7-6 7-5. 8 minutes en quart, l'Italien affrontera l'un des 2 derniers top 10 encore présents dans le tableau, Félix Auger-Aliassime. Le Canadien, 6e mondial, n'avait jamais atteint ce niveau de la compétition, mais s'avancera comme le favori en tant que tête de série N4. Pour rejoindre Cobolli, Auger-Aliassime a déroulé son meilleur tennis sur le court central, acquis à sa cause, face au Chilien Alejandro Tabilo 36e. Le tombeur de Moïse Kouam au 3e tour a tenté de résister mais le Montréalais jouait un cran nettement au-dessus, et s'est facilement imposé 6-3, 7-5, 6-1 2h06 de jeu. Sujet suivant. Les députés adoptent à l'unanimité en première lecture la proposition de loi sur les violences à l'école, issue de l'affaire Betaram, France Info. Les députés adoptent à l'unanimité en première lecture la proposition de loi sur les violences à l'école, issue de l'affaire Betaram. Le texte prévoit de renforcer le contrôle des intervenants susceptibles d'être au contact des enfants dans les écoles et le milieu périscolaire, et une plus importante régulation des établissements privés. Publié le 02-06-2026 minuit 9 mis à jour le 02-06-2026 minuit 12 temps de lecture, 1 minute une école primaire à Toulouse, le 1er septembre 2025. Adrien Nowak en Lucas un grand oui. Les députés ont adopté, lundi 1er juin à l'unanimité, et en première lecture, la proposition de loi visant à lutter contre les violences à l'école, issue de l'affaire Betaram. Le texte adopté prévoit de renforcer le contrôle des intervenants susceptibles d'être au contact des enfants dans les écoles et le milieu périscolaire, et une plus importante régulation des établissements privés. Il ne lève finalement pas le secret de la confession pour les ministres du culte. Après des applaudissements,
la députée Violette Spillebou, à l'origine du texte, a remercié ses collègues députés pour leur vote. Elle a également eu un mot pour les lanceurs d'alerte et les associations. En 2025, l'élu du Nord avait conjointement mené avec le député LFI Paul Vannier la commission d'enquête sur les violences dans le milieu scolaire.